histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. On continue avec Chérie, j'ai rétréci les gosses, part 3. Juste avant de commencer, une petite aparté. Ça sera un épisode bonus. Si vous voulez que je puisse continuer à faire les podcasts tous les jours comme ça, faudrait que je puisse avoir des supports de votre part. J'ai mis des liens sur Ulule, Patreon et Tipeee. Alors là, j'ai lancé une campagne Ulule, donc je préférerais que vous alliez sur la campagne Ulule. Si mes podcasts vous plaisent, on en est au 200e épisode. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Je vous remercie d'avance. Et puis on continue avec Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc, traverser un jardinet grand comme la forêt amazonienne est une aventure qu'on ne vit pas tous les jours. Mais travailler sur un décor censé multiplier par 1000 l'environnement quotidien, c'est pas mal non plus. Les irrégularités topographiques d'un vrai gazon furent reproduites avec une telle fidélité qu'il ne restait pratiquement pas de surface plane où poser les rails de travelling pour les mouvements de caméra les plus amples. Les accidents de terrain ne laissaient aux caméras que 10% du décor, dit Johnson. Faute de pouvoir le déplacer comme nous le voulions, nous changions de point de vue aussi souvent que possible. Nous contournions aussi la situation en modifiant carrément le décor, en enlevant les touffes d'herbe, en ajoutant les fleurs. Malgré ces restrictions d'ordre spatial, il fallait à tout prix que chaque plan paraisse différent. Au fur et à mesure du tournage, la course aux effets spéciaux grignotait l'avance qu'ils avaient pourtant prise avec Rick Fisher. Je rebondissais d'un décor à l'autre, on me happait pour me demander des conseils, superviser l'élaboration d'une scène. Nous manquions cruellement de personnel qualifié. J'en étais réduit à utiliser mes interprètes comme assistants. Les événements prenaient une tournure insensée. La quantité de travail à fournir était harassante. Parfois, nous n'avions même pas le temps de vérifier les caméras avant les prises. Joe Johnson compatissait, mais il était soumis à la même pression. C'était son premier film et un gros budget par-dessus le marché. Un important soutien logistique s'imposait. Après avoir convaincu Disney de l'urgence de la situation, Fisher appela le chef électricien Mike Mallet en Californie et lui demanda de venir lui prêter main forte à Churubusco. Dans la foulée, nous avons embauché 3 assistants supplémentaires, un Américain et 2 Mexicains. Quand Mike est arrivé, j'avais perdu 10 kilos. Le soir, j'étais tellement fatigué qu'au lieu de rentrer dîner à l'hôtel,
J'ai acheté des sandwichs chez des vendeurs ambulants. Je savais que ça finirait par me retomber sur l'estomac, je ne me trompais pas. Je suis tombé malade, et quand je dis malade, vous pouvez mettre des majuscules à malade. Grâce au renfort, l'équipe des effets spéciaux put enfin respirer. Jusqu'à l'apparition de nouvelles difficultés causées par l'éclairage de l'écran bleu nécessaire à d'innombrables surimpressions et incrustations optiques. C'était un écran bleu colossal, explique Fichter, environ 12 mètres sur 20. Comme nous n'avions pas les moyens de l'éclairer avec des lampes fluorescentes, nous avons recouru au système D, surface peinte, filtres colorés, bidouillages divers. Nous avons fini par utiliser une armada de lampes à incandescence, soit environ 55 de 10 kW à 40 et 45 de 5 kW, plus 9 projecteurs à arc, 4 dirigés vers l'écran, 5 vers les objets à filmer. Seulement les variations de tension empêchaient tout éclairage régulier. Imperceptibles pendant le tournage, elles ont créé un clignotement bleu dont nous nous sommes aperçus quelques mois plus tard. Excusez-moi, je bois. Un simple filet d'eau devient pour les jeunes aventuriers un marécage infranchissable. Ils profitent du temps de réflexion que leur impose l'obstacle pour faire le bilan de la situation. Tout à leur désœuvrement, ils lancent des cailloux dans les profondeurs fangeuses. En fait, ils lançaient les pierres dans rien du tout, révèle Smith. Nous avons envisagé de planter nos brins d'herbe géants autour d'une vraie rivière, mais la manœuvre aurait coûté trop cher. À la place, nous avons construit une rivière miniature, pas plus grande qu'une table de billard. Nous avons d'abord filmé un des enfants en train de jeter un caillou qui rebondit simplement sur le sol. Pendant ce temps, un de nos assistants tirait dans la mini-rivière avec un fusil à plomb pour simuler les remous. David Sosella, lui, photographiait les enfants, découpait leurs silhouettes et les suspendait au-dessus de l'eau pour créer des reflets. Ensuite, nous avons assemblé optiquement tous les éléments. Mais ce n'est pas pour me vanter, mais je n'ai jusqu'à présent rencontré personne qui se soit aperçu de la supercherie. Et puis si, tiens, je m'en vante, il n'y a pas de raison. C'est vrai, après tout, il n'y a pas de raison. Pour rendre la séquence encore plus convaincante, Fonseca fabriqua un second cadavre d'insecte qu'on peut voir descendre la rivière sur le dos. Au centre du cadavre, Dave avait fait gicler une substance jaunâtre et visqueuse absolument dégoûtante. Dans l'espoir de repérer leur maison, les trois garçons essaient de voir un point de vue aérien du jardin en escaladant une fleur de 18 mètres de haut. Pour cette scène, on construisit tout bonnement un tronc gigantesque, spécialement assisté par Peter Cheney, pour que les jeunes acteurs puissent y grimper sans encombre. Comme le tronc devait avoir la flexibilité d'une vraie tige, nous avons imprimé un léger mouvement rotatif grâce à 3 palons disposés sur un support triangulaire suspendu au-dessus du décor. Ce système faisait osciller la fleur selon un cercle de 10 mètres de diamètre. Notre préoccupation majeure était bien sûr la sécurité des enfants. Pendant l'escalade, ils portaient tous des harnais reliés soit à la tige, soit au plafond. Alors que les minuscules alpinistes parviennent au sommet, la tige se met à pencher dangereusement.
Nick perd l'équilibre et se retrouve catapulté sur une fleur toute proche. Le calice dans lequel il plonge est une nappe de plastique distendue, éclairée par-dessous pour lui donner un aspect transparent, explique Johnson. En essayant de s'extirper du calice, Nick, très fragile des sinus, se retrouve couvert de pollen, collant de la tête aux pieds. Je l'oublie très vite. Son allergie lorsqu'une abeille grosse comme un éléphant surgit dans un vrombissement grosse de Boeing et se met à planer au-dessus de sa tête. L'insecte recueille également délicatement le pollen entre ses pattes, sans s'apercevoir que le gamin terrifié fait également partie de la moisson. Russe, toujours accroché à la tige voisine, saute sur le dos de l'abeille, attrape fermement son camarade alors que l'insecte décolle. La séquence qui suit est une combinaison d'animation image par image, de miniatures et de prises de vue réelles. Ces dernières furent réalisées avec Robert Oliver et Thomas Brown au-dessus d'un énorme abdomen d'abeille fabriqué par Image Engineering. L'abeille mécanique était principalement constituée d'un thorax moulé en fibre de verre et d'un abdomen incliné articulé par ressort, explique Cheney. Pour supporter le poids de l'insecte et les deux enfants, mon mécanicien Bruce Hayes et moi-même avons élaboré une armature hydraulique en spirale qui reposait sur un cylindre hydraulique caché dans l'abdomen. Ce même abdomen recouvrait une colonne vertébrale composée de 7 vertèbres articulées reliées entre elles par un arc de cercle et fixées à l'enveloppe extérieure selon leur place dans le squelette. Elles pouvaient ainsi s'articuler comme un véritable abeille. Pour la peau, David Sosella a utilisé des fibres de verre recouvertes de fibres optiques teintées censées représenter les poils. Conscient que l'épisode de l'abeille impliquerait un énorme travail de post-production, Tom Smith se mit en quête d'une compagnie d'effets spéciaux très fiable et arrêta son choix sur Perpetual Motion Pictures, une jeune entreprise de Paloma dans la banlieue de Los Angeles. En plus de l'équipe technique adéquate, Smith y dénicha l'endroit idéal pour réaliser la scène et loua 6 hangars et un entrepôt situés juste à côté des bâtiments principaux. 2 des hangars abritèrent les écrans bleus, 3 furent convertis en ateliers pour la construction des maquettes et le dernier servit à l'animation image par image. On décida très tôt que l'essentiel du vol serait une combinaison de miniatures animées image par image devant l'écran bleu et de prises de vue réelles tournées au Mexique. Dans ce qui allait devenir le morceau de bravoure préféré du public, Nick et Russ s'accrochent farouchement au dos de l'abeille pendant qu'elle se livre à une vertigineuse série de loopings. Excusez-moi, il y a eu un bruit. Dans le jardin des Alinsky, elle bute contre une palissade, traverse une volière, fonce sur le barbecue, dépasse les chaises, se perd dans un labyrinthe de chemises en train de sécher au soleil, puis déboule vers Wayne Zalinski et Big Russ Thompson. C'est à Rick Fisher Zalinski que Johnson confia la tâche la plus délicate de toute la scène, filmer en plan subjectif le trajet
fébrile et erratique de l'insecte. C'était un sacré défi, mais la perspective de relever me donnait des ailes. Cette séquence-là, c'était de la dynamite. On m'a d'abord proposé une caméra VistaVision, mais ça me semblait pas une bonne idée. Ce sont des appareils performants, mais très volumineux, très lourds. Le seul moyen de frôler l'herbe et de survoler les obstacles comme je voulais était d'utiliser un objectif endoscopique, un périscope en forme de tuyau ou un miroir de 90 degrés. Même avec cet équipement, je n'aurais pas eu la liberté d'action que je souhaitais. Voilà pour cet épisode bonus spécial Chérie, j'ai rétréci les gosses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à contribuer à la chaîne et au podcast avec Ulule, Patreon et Tipeee. Vous tapez Histoire d'en dire plus et vous allez trouver. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode bonus. Je vous dis à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,